Bon, salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. On va finalement parler de la guerre qui se prépare ou bien la guerre qui est déjà en cours entre l'Iran, Israël et déjà les États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont décidé il y a quelques jours de frapper finalement l'Iran. Et pour essayer de démanteler, de détruire les bases d'enrichissement en uranium pour éviter que l'Iran ait la bombe atomique finalement, parce qu'on estime que l'Iran ne devrait pas posséder de la bombe atomique. Donc, puisque les États-Unis ont frappé, et ce qu'on redoutait, le scénario qu'on redoutait, l'Iran n'est pas resté comme ça. L'Iran a décidé de frapper les bases américaines à travers le monde. Donc, ça y est, on est entré dans un processus soit de guerre mondiale ou alors de guerre nucléaire. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire cette petite présentation afin de vous expliquer l'impact d'une guerre nucléaire sur l'Afrique. Restez attentifs parce que, comme jamais, on va vous parler de l'impact possible de cette guerre qui se joue actuellement, impliquant déjà les États-Unis, bientôt la Russie, la Chine et les autres pays du monde entier, beaucoup d'autres pays. S'il y a guerre mondiale, qu'est-ce que l'Afrique court comme danger? On en parle tout de suite. Bon, d'abord, vous savez que le premier impact lors d'une guerre, et surtout si elle est guerre mondiale, et plus précisément d'une guerre nucléaire, c'est l'impact géopolitique et l'impact de déstabilisation de l'ordre mondial. Ces deux impacts-là. Donc, il y a d'abord la géopolitique mondiale qui serait en train de se jouer, et ensuite, il y aura une sérieuse déstabilisation géopolitique. Donc, déstabilisation de l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est-à-dire les choses dont on avait l'impression que c'était des règles. C'est-à-dire quoi? Les États-Unis, c'est la première puissance, c'est le gouvernant du monde, c'est l'homme le plus puissant, c'est Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Tout ça va être totalement redistribué et le discours va totalement changer. Donc, une frappe nucléaire ouvrirait un nouveau chapitre de tension extrême entre les grandes puissances. Voilà, ça c'est d'abord sûr. La Russie, la Chine, les États-Unis et d'autres petites puissances qui tournent autour, vous savez, sont en front, en réelle tension depuis plusieurs années. Les États-Unis ont fait l'issue des précédentes guerres mondiales et depuis lors, la Chine a pris le devant et on peut dire carrément que la Chine est au niveau des États-Unis ou bien a surpassé les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il faut pour prouver cela? C'est le style d'événement qui est en train de se décider là. Donc, l'Afrique est souvent influencée par des puissances occidentales, la Chine, la Russie. Et avec ça, l'Afrique risquerait de subir des pressions énormes pour savoir, pour savoir qui est-ce que tel ou tel pays va soutenir. Et voilà, vous avez imaginé une guerre qui oppose dans un camp les États-Unis et d'autres pays, dans l'autre camp la Chine ou la Russie et d'autres pays. Il va falloir que l'Afrique se prononce de façon très directe. Et vous savez que généralement les Africains évitent de se prononcer directement. On essaie de jouer on lèche de deux côtés. Mais là, premier impact qui est géopolitique, c'est que ça va automatiquement exiger que les Africains se prononcent. Donc voilà le premier truc, et ça va faire que désormais il n'y a plus de deux camps. Il n'y a plus de lèche-main de deux côtés là. Donc il va falloir choisir ton camp et ça va diviser totalement le monde entier en deux parties. Rappelez-vous de la triple entente et la triple alliance. Et les pays qui étaient... Il y aura une propagation du conflit. Des alliances pourraient se former, c'est-à-dire par exemple les États-Unis qui s'allient au Maroc, je sais pas, à l'Angola et tout. Et maintenant de l'autre côté aussi peut-être l'Algérie qui va rallier l'Iran et voilà la Russie qui va rallier l'Iran. Il y aura propagation du conflit à coup sûr s'il y a utilisation du nucléaire. Et c'est ce qui est en train de se passer presque, ou bien qui va se passer dans les prochains jours.
S'il y a également propagation, c'est-à-dire l'entrée en guerre de peut-être 5 à 6 États déjà, ça deviendra une guerre mondiale inéluctablement. Donc, un troisième impact qui marque aussi la géopolitique, c'est la réduction de l'influence diplomatique de l'Afrique. Déjà, vous savez que l'Afrique est très, très endormie dans le jeu géopolitique mondial. Et avec ce nouveau game, l'Afrique n'ayant pas de force, n'étant pas très stratégique, c'est-à-dire militairement parlant, puisque là on parle en plein du militaire, va perdre encore son influence diplomatique. Donc, imaginez une Afrique qui est déjà affaiblie, qui ne parle pas au Conseil des Nations. Imaginez une Afrique qui arrive où les règles, où il n'y a plus de règles. Parce que généralement, quand on donne quand même de la voix à l'Afrique, c'est parce que, bon, c'est aux Nations Unies, on essaie de faire tout dans la paix et on essaie de contenter chacun. Mais imaginez qu'il y a une guerre où tous les pays sont en état de guerre. Et est-ce que l'Afrique aura encore une place? Point d'interrogation. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette première partie qui illustre l'impact géopolitique et voilà, déstabilisation de l'ordre mondial. Le deuxième sera un impact économique sur l'Afrique. La hausse brutale des prix de pétrole et de gaz. Vous savez que l'Iran est d'ailleurs impliqué, l'Iran est impliqué, et puis l'Iran, c'est un pays du Golfe Persique, avec, je crois bien, si je ne me trompe, l'Émirat arabe, l'Irak, en fait beaucoup de pays, le Qatar, beaucoup de pays qui sont autour du Golfe Persique, c'est des pays qui sont producteurs de pétrole et de gaz. Donc du coup, une guerre qui implique ces pays-là impliquerait également une répercussion directe sur les pays, sur le pétrole et le gaz. Et ces pays-là exportent le pétrole et le gaz dans beaucoup de pays du monde entier. Et vous savez que le pétrole et le gaz sont des produits qui donne le ton d'une économie ou bien le ton de la vie courante, quoi. Voilà. Imaginez que le prix du pétrole triple ou quadruple, ça serait, ou bien du gaz. Qu'est-ce que les ménages feront? Point d'interrogation. Donc, du coup, les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui sont dépendants de l'extérieur pour les produits comme le pétrole et le gaz, deviendront totalement asphyxiés et ne pourront peut-être plus se maintenir. Donc, que deviendront ce genre de pays? Ils sont nombreux en Afrique d'ailleurs. Il y a aussi comme impact économique la chute des marchés financiers. La chute des marchés financiers, les investissements étrangers en Afrique, on pourrait chuter fortement en raison de l'incertitude mondiale. Tous nos pays africains, presque tous, l'économie est maintenue et suivie, guidée par les Occidentaux, soit les Libanais, soit les Français, soit les Belges, soit les Américains. Donc, pas les Occidentaux. Imaginez un scénario où tous ces pays-là sont entrés en guerre. Même si les pays africains ne sont pas directement entrés en guerre, ça demande qu'il y ait une certaine récession forte dans ces pays-là. Et l'état de guerre va imposer, même les gouvernements vont imposer aux investisseurs de rapatrier les capitaux et puis de stopper, d'arrêter tout investissement extérieur pour se concentrer sur la guerre qu'ils sont en train de mener. Donc, autant de choses qui vont paralyser sérieusement l'économie des pays africains. Imaginez, par exemple, dans un pays comme, je prends banalement le Gabon, où les populations consomment du surgelé en grande partie et que le surgelé est généralement ça vient du Liban. Imaginez le Liban qui décide de conserver ses surgelés pour nourrir les populations, parce qu'en ce moment, le Liban aura parfaitement et grandement besoin des denrées alimentaires pour nourrir les populations en période de crise comme celle-là. Alors, le Gabon sera totalement asphyxié. Que deviendra le Gabon côté alimentaire si le Gabon n'avait pas prévu ce genre d'échéance? Point d'interrogation. Donc, il y aura également une baisse des exportations africaines. L'Afrique exporte beaucoup plus les matières premières telles que le cuivre, le cacao, l'or, etc. Mais un pays qui est en guerre et qui prenait souvent ses produits en Afrique ne va plus les prendre parce qu'on est en pleine récession. Donc, voilà. Le troisième impact, c'est l'impact environnemental et sanitaire. Bon, voilà. Vous savez que quand il y a bombe nucléaire, il y a un grand nuage radioactif qui se propage. Et qu'est-ce que ce nuage radioactif peut
entraîner sur les vies humaines. Je vous renvoie tout simplement à Hiroshima et Nagasaki. Vous savez que l'explosion des bombes nucléaires dans ces villes avait stoppé les guerres précédentes et ça n'a pas été la fin parce que ces deux villes ont longtemps été inhabitables, invivables et ont été le berceau de beaucoup d'anomalies. Des personnes qui naissent avec des anomalies jamais vues congénitales et qui sont même transmises de façon héréditaire. Donc, sur plusieurs générations, cette radioactivité influencerait les personnes qui auraient inhalé ce gaz. Voilà. Même à des milliers de kilomètres, il faut le préciser. Ce n'est pas une histoire que parce qu'on a frappé au Gabon, la bombe nucléaire, ou bien parce qu'on a frappé à Yaoundé, ça restera dans Yaoundé, ou bien ça restera dans le Cameroun. Non, puisque le vent, les nuages se baladent, et puis jusqu'où vont les nuages, c'est exactement aussi jusque-là que la propagation serait arrivée. Donc, on parle aussi des perturbations des saisons agricoles, voilà, tout ça qui vont arriver. C'est impossible de continuer. Donc, ceux qui étaient même déjà dans l'autosuffisance alimentaire, ce serait une très grosse perte parce que pendant qu'il y a un nuage radioactif qui se balade, les récoltes également sont très affectées. Une insécurité alimentaire accrue dans tout le monde entier, ou bien plus précisément dans les zones qui seront frappées et atteintes par les nuages radioactifs, en particulier pour les pays déjà vulnérables, tels que la Somalie, le Niger et autres, parce que ces pays ont déjà connu de très longues guerres, sorte de très longues instabilités. Et s'il y a ce genre d'événement encore aujourd'hui, voilà, imaginez un peu. Ça sera catastrophique, tout simplement. Comme autre point pour l'impact environnemental et sanitaire, on a la contamination des vents et des pluies. Ça, plus on l'a déjà expliqué, contamination des vents et des pluies, des particules radioactives pourraient atteindre certaines régions via les vents d'altitude, affectant ainsi les cultures, les sources d'eau et la santé des populations. C'est très facile de le dire comme ça, mais plus difficile d'appréhender. Généralement, c'est en regardant souffrir quelqu'un qui est victime d'une radioactivité que vous comprendrez peut-être, parce que scientifiquement, on peut essayer d'expliquer, mais normalement, on ne perçoit pas. Donc, prions tout simplement que ça n'arrive pas à ça. Donc, c'est tout simplement catastrophique. Le quatrième aspect, c'est l'impact social et migratoire. Impact social et migratoire, nouvelle vague de migration, nouvelle vague migratoire, une guerre nucléaire inciterait des millions de personnes à fuir des zones de conflit ou de radiation. Imaginez-vous, on frappe une bombe nucléaire en Iran, en pleine à Téhéran, on frappe à Téhéran là et tout le monde, personne n'habitera plus à Téhéran. Ceux qui sont aux alentours de Téhéran, premier réflexe dès le lendemain serait de prendre les clics et les claques et de fuir avec la plus grande vitesse possible pour s'éloigner au maximum des radiations. Et ça fait une grosse vague migratoire. Les pays qui sont à côté de l'Iran vont faire pareil parce qu'il faut s'éloigner. Sinon, à une courte période, les nuages emportent et tout le monde sera victime. Donc, imaginez cette grande vague migratoire. Et si les États-Unis, par exemple, frappent l'Iran avec cette bombe nucléaire, qui sait? Vous savez que la bombe nucléaire est faite pour être dissuasive, généralement ne doit pas être utilisée, mais au point où on en est, il risque d'avoir utilisation du nucléaire. Et si quelqu'un l'utilise, ça serait probablement la fin de la civilisation. Voilà. Je préfère ne pas arriver à ça. Je reste dans l'explication d'éventuels dégâts si la civilisation continuait si la civilisation continuait. Vous vous rappelez de l'arche de Noé? Vous vous rappelez du grand déluge de l'arche de Noé? Vous vous rappelez aussi Sodome et Gomorrhe, où Dieu il a effacé toute une civilisation, il a remis, est-ce que nous sommes à le troisième effacement? Point d'interrogation, Donc, il y a aussi l'Europe pourrait fermer ses frontières. Et ça, vous savez, l'Europe va fermer les frontières parce que quand il y a ce genre de crise, des gens vont faire des vagues de migration et puis ce sera sans sentiment parce que si des gens quittent par exemple du Moyen-Orient pour vouloir entrer en Europe, l'Europe ne va pas accepter parce que c'est une guerre qui s'est lancée mondiale. Et puis, en acceptant les personnes qui viennent, on est en train de rendre les situations beaucoup plus incertaines dans notre pays, dans le pays qui accepte parce que tous les pays seront en train de faire une récession
économique, alimentaire, social, tout ça, mais recevoir une grosse vague de personnes expatriés de nationalité étrangère pour venir devenir des charges pour le pays, ce serait carrément l'erreur à ne pas commettre. Donc, l'Europe risquera de fermer ses frontières et d'ailleurs, tous les pays qui ne sont pas directement atteints par le nucléaire et ça fera davantage de pression. Quel pays acceptera de rester parce qu'on a fermé les frontières et dit que bon, on va rester là à attendre les radiations? Non. La force, on va essayer d'entrer par force et pour ne pas laisser que voilà, les gens viennent envahir, finalement tout le monde meurt, on va tuer, on va décimer. Imaginez, pour éviter qu'ils entrent. Bon, je ne veux pas qu'on imagine le scénario. Maintenant, il y aura aussi un deuxième point concernant l'impact social, l'exode des compétences. Bon, ça, vous savez, pour l'Afrique, généralement, pour peu qu'il y ait un petit truc, les Africains fuient et ils veulent partir. Donc, imaginez que une guerre mondiale arrive là. Et voilà, l'Afrique n'a pas de dôme de fer pour se protéger. Il suffit d'une bombe. Quelque part, ça tue toute l'Afrique centrale. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, du coup, les personnes qui sont un peu nanties, c'est pour ça que j'ai parlé de exode des compétences. Donc, qui sont un peu nanties, qui sont des personnes d'un certain rang social, vont tout faire pour aller dans les endroits où le taux, où l'estimation de protection est plus élevée. Et c'est comme ça que l'Afrique va se vider parce que en Afrique, personne ne peut dire que l'estimation d'abri le taux d'abri pourrait être élevé d'assurance. Donc, du coup, ça serait catastrophique pour l'Afrique qui perdra beaucoup de ses valeureux compatriotes, de ses valeureux citoyens. En cinquième, on a l'impact psychologique et culturel. L'impact psychologique, c'est quoi? Psychologique. On a d'abord le choc civilisationnel. Une guerre nucléaire provoquerait une vague de peur, de désespoir collectif et de remise en question des institutions internationales. Ça, vous comprenez? Remise en question des institutions internationales. Imaginez-vous qu'on a longtemps évité cela parce qu'on s'est dit non, le nucléaire était même pour dissuader. Il y a eu beaucoup de tensions dans le monde depuis que vous êtes né, depuis que je suis né, depuis que chacun de nous est né, mais on a toujours évité une guerre mondiale. Imaginez que finalement on se retrouve dans une guerre mondiale, ça sera un choc pour toutes les civilisations et personne ne croira plus jamais aux institutions internationales comme l'ONU parce que l'ONU aura échoué. Et voilà. Donc des mouvements religieux, des mouvements religieux extrémistes pourraient exploiter la peur pour recruter. Les mouvements extrémistes et religieux pourraient exploiter la peur pour recruter. Ça, c'est le bon scénario pour le groupe Boko Haram, par exemple, pour recruter. Quand il y a ce genre voilà, Boko Haram recrute et voilà, essaye de gagner. Parce qu'à la fin, il va toujours falloir qu'il y ait un camp qui a gagné. Il va falloir qu'il y ait une doctrine ou alors une opinion qui est gagnée. Donc, Boko Haram, Al Jazeera, Al-Qaïda, je veux dire, Moudjahidine, tout ça, là, les extrémistes là que vous connaissez qui vont recruter. Et qu'est-ce qu'ils vont recruter pour en faire? Ce sera pour créer un nouvel ordre mondial selon leurs propres principes. Sixième position, on a comme impact, opportunité ou repositionnement à long terme. Voilà. Certains pays africains riches en ressources ou stables politiquement pourraient tirer profit d'un nouveau déséquilibre global. Voilà. En proposant par exemple des ressources alternatives telles que le pétrole, l'uranium, le lithium et autres choses, se positionnant ainsi comme des zones de paix neutres pour des négociations internationales. Ça, c'est un aspect quand même que j'ajoute là parce que ce n'est pas des moindres. Pendant la guerre, on se fait de l'argent, sérieusement de l'argent. Donc, il y aura toujours des opportunistes, des pays qui vont profiter c'est un jeu d'échecs, un jeu de dames. Il y a des pays qui vont profiter pour placer les dés, pour placer les choses de telle sorte que, voilà, celui qui aurait bien placé les cartes ressortira plutôt vainqueur de cette guerre, et riche. C'est un peu ce qui s'est passé avec les deux premières guerres. Des pays qui étaient non classés se sont retrouvés puissance du jour au lendemain ou bien très influents du jour au lendemain. Allez voir. Voilà. L'analyse régionale de l'impact nucléaire sur l'Afrique en particulier. Donc, je dis sur l'Afrique en particulier maintenant parce qu'il va falloir comprendre ça en particulier. Depuis on parle de l'Afrique. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on va parler de l'Afrique maintenant. Non, c'est pour dire qu'on va parler des particularités. Donc, on va prendre l'Afrique centrale.
qu'est-ce qui peut être, voilà, l'analyse de l'impact de cette d'une guerre nucléaire ou bien d'une guerre mondiale sur l'Afrique centrale, après sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique, voilà, l'Afrique du Nord, ainsi de suite. On va commencer par l'Afrique du Nord avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye et le Soudan. Donc, les risques majeurs. Là, on va parler des risques majeurs en cas d'utilisation du nucléaire ou d'une troisième guerre mondiale. Voilà, dans l'Afrique du Nord. Il y a 4 risques majeurs et 3 conséquences spécifiques. Premier risque majeur, c'est la proximité géographique avec le Moyen-Orient, retombée plus probable. Vous savez que l'Afrique du Nord est reliée avec l'Europe. Voilà, c'est la partie de l'Afrique. C'est pour ça que généralement, vous voyez les gens qui vont Boza, qui vont aller, voilà, les migrants, on passe par l'Afrique du Nord. Donc, c'est directement collé avec la partie du Moyen-Orient, là, avec, voilà, donc, ces pays que vous connaissez du Moyen-Orient. Donc, du coup, c'est le Moyen-Orient qui est au cœur de la guerre actuellement. Donc, s'il y a explosion nucléaire dans cette zone-là, ce serait catastrophique d'abord, premièrement, pour les pays de l'Afrique du Nord, que j'ai cité plus haut. L'Égypte est très exposée en cas de fermeture du canal de Suez. Le canal de Suez, en fait, c'est un canal qui permet de passer beaucoup de denrées, de ressources entre l'Afrique du Nord et les autres pays du Moyen-Orient, de l'Europe et tout. Et du coup, en cas de guerre dans cette zone-là, automatiquement, le canal de Suez sera fermé. Automatiquement, puisque chacun essaie de fermer ses frontières. Et le canal de Suez fermé, ce serait une grosse difficulté pour les pays de l'Afrique du Nord, particulièrement du Maroc. L'impact direct sur le commerce mondial et local, ça, on l'a expliqué plus haut. Tous les prix vont devenir multipliés par 10 ou par 5 minimum. Les pauvres mourront tout simplement plus rapidement, et ceux qui suivront seront ceux qui ont un peu plus d'argent, ou alors ceux qui vont passer le temps à devenir des tueurs, aller braquer. Voilà, donc il y aura une terrible insécurité dans tous les pays, que ce soit des pays bombardés ou des pays qui sont des victimes collatérales ou bien qui sont des victimes indirectes. Voilà, les risques de troubles sociaux, surtout dans les pays où le mouvement islamique ont beaucoup d'influence. Voilà, vous comprenez les troubles sociaux, parce que, comme j'ai dit plus haut, les groupes extrémistes vont profiter pour faire leur beurre. Donc maintenant, les conséquences spécifiques pour l'Afrique du Nord. La hausse des prix des produits de base importés, tels que le blé, la Russie, l'Ukraine, aussi le Brésil, les États-Unis, tout ça, c'est les pays qui importent le blé, qui cultivent fortement le blé. Donc, imaginez déjà que ça sera fermé, parce qu'ils vont vouloir fermer le blé pour nourrir leur population, pour nourrir les populations de ces pays-là. Donc, du coup, tous les pays, ou bien presque tous les pays africains dépendent du blé de ces pays-là. Hein? Avec la crise du Covid, on a bien vu cela. On ne savait pas que nous étions carrément dépendants du blé de ces pays. Et voilà, donc s'il y a une guerre mondiale, fermez, fini le blé. Qu'est-ce qu'on va manger? Point d'interrogation. Voilà. Le chômage aggravé par la chute du tourisme et voilà, et les investissements étrangers. Le tourisme attire beaucoup d'argent dans le pays, ce qui permet de faire rouler une partie de l'économie. Donc là, on va pas trop s'attarder dessus, mais il y aura plus de voyages. Les voyages seront cancel. Donc, qu'est-ce que ça va impacter? Vous savez que le tourisme est un pan de l'économie d'un pays, de beaucoup de pays africains, beaucoup de pays occidentaux. Et comme on parle des pays africains, vous voyez que les pays comme la Tanzanie, comme le Kenya, comme les pays qui sont sur, voilà, qui ont pays de l'Afrique de l'Est et autres là, fini. Économie à terre. Je veux dire quoi? Les tensions diplomatiques, si les populations perçoivent un aliment sur l'Occident. Tensions diplomatiques, on l'a dit plus haut. Il va falloir que chacun se prononce. Et dès que vous vous prononcez, imaginez, je prends le scénario du Burkina Faso, qui est le poulain de la Russie, ou alors de la Centrafrique, qui est carrément faite par la Russie depuis quelques années. Imaginez que le Burkina Faso décide par stratégie, parce que là, ce n'est plus du demi-mesure, de choisir de suivre peut-être les États-Unis qui est au camp opposé.
Vous voyez la tension qui va monter et la déception, la trahison qui va naître entre la Russie et le Burkina Faso. Et ça va accentuer beaucoup de dégâts. La Russie pourrait être tentée à bombarder le Burkina Faso. Et excusez l'expression bombarder parce que c'est ce qu'il va arriver. On bombarde sans plus, voilà, c'est un peu ça. Donc, avant de parler dans les réseaux sociaux de guerre à tout moment, sachez bien de quoi il s'agit. Maintenant, on va parler de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, l'impact direct en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, etc. Les pays d'Afrique de l'Ouest que vous connaissez, l'AES inclus. Il y a le risque majeur et les conséquences spécifiques. Comme risque majeur, on a la région sahélienne fragile. Le Sahel est déjà très fragile. Ça, on ne va pas trop s'attarder dessus. Le Sahel est tellement fragile qu'une bombe, l'utilisation d'un nucléaire ou bien d'une bombe nucléaire ou alors d'une guerre mondiale, là, actuellement, finirait totalement avec le peu d'espoir qu'il y avait. Et ce serait du jour au lendemain, tout reviendra chaos dans ces pays sahéliens. Donc, les terres fertiles pour une montée de terrorisme parce que déjà, le terrorisme est installé là, même en temps normal pour le monde. Nous, ça, nous sommes en temps normal, mais ces pays souffrent du terrorisme depuis le démantèlement de Kadhafi, depuis que l'Occident a jugé que Kadhafi était un paria. Et voilà, donc vous connaissez la petite histoire. Maintenant, il y a le Nigeria aussi, qui est une puissance régionale pétrolière, sera très affectée par la volatilité du marché du pétrole. Voilà, c'est dire quoi? Plus haut on a dit que les prix du marché, le pétrole va être compliqué, très compliqué. Ça peut aussi être un avantage pour le Nigeria parce que là, comme Dangote a déjà raffine déjà. Ça, c'est parce que avant les pays, le Nigeria exportait toute la matière première et rachetait le pétrole. Ce qui peut être un avantage pour le Nigeria, c'est que aujourd'hui Dangote fabrique et raffine le pétrole au Nigeria. Ça peut être un avantage parce que, contrairement à ce que nous avons cité dans cet élément, ça peut être un avantage parce que les pays autour du Nigeria auront besoin du pétrole. Stratégiquement, le Nigeria pourra se faire beaucoup d'argent afin de peut-être financer ses partenaires de guerre. Voilà, vous savez que ça devient un marché et qui a plus d'argent, plus de ressources, plus de personnel, plus d'armes et plus de stratégies l'emporte. Maintenant, pour l'Afrique de l'Ouest, les conséquences spécifiques. La hausse du prix du carburant, ça on a déjà dit. La pression sociale et politique sur les gouvernements. L'Afrique va seulement subir les pressions. Là, on ne demande même pas, il va falloir. Puisque l'Afrique est toujours spectateur. Et aujourd'hui, il va falloir se prononcer. L'Afrique n'étant pas une puissance, vous allez juste subir, les Africains. Donc, maintenant, il y a aussi le potentiel recrutement accru des groupes djihadistes, voilà, en exploitation de ce chaos mondial. On l'a aussi dit plus haut. Ça va être très, très poussé dans la zone du Sahel, dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, parce que déjà là-bas, les groupes djihadistes sont très installés. Donc, du coup, facilement, le recrutement sera très vite fait. Et puis, voilà, recrudescence et hausse de l'insécurité par les djihadistes. Maintenant, on vient en Afrique centrale même. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, la République, le Congo, le Gabon, Congo-Brazzaville, la Centrafrique, voilà. On va parler aussi des risques majeurs et des risques et des conséquences spécifiques. Les risques majeurs pour l'Afrique centrale. Économie très dépendante de l'exploitation des ressources naturelles. Mais on vous dit qu'à ce moment-là, récession totale. Vous qui ne transformez jamais et qui croyez que vous étiez très à l'abri là, voilà le moment venu. Ça sera catastrophique. Vous allez garder vos ressources pendant le temps que durera la guerre. Et pendant tout ce temps-là, même après, ça sera compliqué. Donc, retournement de situation, toujours contre les Africains du centre. Voilà, premier aspect. Faible capacité de résilience institutionnelle. Ça, c'est clair parce que vous savez que faible capacité de résilience institutionnelle, ça veut dire que nos institutions ne s'adaptent pas facilement en Afrique centrale. C'est comme si on a des institutions sans stratégie. On vit au jour le jour. Donc, imaginez une guerre comme ça qui éclate nucléaire ou bien mondiale. Que deviendront les pays africains centraux qui ne planifient jamais rien? Que deviendront ces pays qui ne planifient jamais rien? Point d'interrogation. C'est un peu ça le deuxième risque majeur en Afrique centrale. Maintenant, les conséquences spécifiques en Afrique centrale. La chute de la demande mondiale des minerais
va entraîner carrément un effondrement des revenus publics. Parce que beaucoup d'économies d'Afrique centrale sont basées sur la vente moins chère des matières premières à l'étranger, à l'extérieur. Donc, comme on n'achète plus, comme on a récession, on veut fabriquer les armes, on veut nourrir les populations, on n'achète plus beaucoup de... Voilà, et du coup, qu'est-ce que l'économie camerounaise, gabonaise, congolaise, tchadienne va consommer pour grandir et nourrir les populations? Point d'interrogation. Rien. Donc, du coup, vous allez tous mourir. Moi y compris, parce que je suis en Afrique centrale. Bon, la tension sociale liée à l'inflation alimentaire. Mais, puisque les gouvernements ne vont plus réussir à nourrir, la vie va devenir dure. Allez, banditisme, revendication, grève, machin, pour ceux qui seront vivants, en fait, parce que, voilà. Maintenant, il y aura aussi des inquiétudes politiques internes. Ça va avec les tensions politiques et tout ça. Risque de répression accrue et d'instabilité. On l'a si bien dit plus haut. Quelqu'un qui ne trouve pas à manger, quelqu'un qui ne sait même pas quand est-ce que cette guerre va finir, ou bien quand est-ce que sa famine va finir. Personnellement, je peux vous dire, tout le monde va être tenté d'aller agresser, d'aller voler chez le voisin, d'aller braquer pour nourrir ses enfants. Suivez attentivement. Avant de prêcher la guerre et de parler sur les réseaux sociaux, il faut qu'on sache tous à quoi on s'y attend. À quoi on s'attend. Maintenant, quatrième zone de l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Est. Le Kenya, l'Éthiopie, la Somalie, Tanzanie, Rwanda, Ouganda et tous les autres pays que vous connaissez là, les beaux pays où il y a, les animaux, où il y a... Voilà, tout ça, ça va finir. Parce que l'irradiation ne laisse pas les animaux. Hein? Quand il y a bombe nucléaire, tout ça, ça finit. Même les animaux, parce qu'ils respirent. Et c'est comme ça que même les animaux vont devenir, les lions vont devenir les panthères à moitié, les lions et les girafes. Bref, risque majeur et conséquences spécifiques. Risque majeur en Afrique de l'Est, c'est la proximité géographique avec l'Iran et la mer Rouge. Ça, l'Iran encore, parce que l'Iran est au foyer, c'est le foyer de cette possible bombe nucléaire. Donc, vous imaginez maintenant que c'est ces pays-là qui vont même beaucoup migrer. Les immigrations qui vont fuir. Ces pays vont se vider totalement s'il y a une bombe en Iran. Ah oui, donc voilà le premier risque majeur. Le risque de fermeture des routes maritimes et commerciales. Voilà, ça aussi, ça se comprend, on l'a dit plus haut. Maintenant, les conséquences spécifiques en Afrique de l'Est. Il y a le fort ralentissement du commerce maritime. Ça, c'est un peu commun parce que dans tous les pays, ce sera le cas. Commerce maritime, vous allez encore acheter quoi? Qui va vous vendre quoi? Point d'interrogation. Vous pensez que pendant la guerre, vous allez être en train d'importer les voitures? Qui va importer une voiture? Qui va prendre la peine de... Il a de l'argent, il décide d'importer une voiture. Ce n'est plus les produits qu'on veut. Hein? Et du coup, l'économie s'effondre puisque c'est avec ces importations que l'État nourrissait, contribuer à nourrir, à faciliter l'électricité, subventionner la lumière. Il n'y aura plus de lumière. Le noir total parce que l'État ne pourra plus subventionner. On continue. Les complications pour l'État dépendant du tourisme, pour les États dépendants du tourisme, puisque les États de ces pays-là, le safari, tout ça là, c'est le tourisme qui nourrit une bonne partie de l'économie de ces États-là. Donc du coup, ça sera affaibli, c'est tout. Voilà, renforcement des tensions ethniques, confessionnelles dans les pays multiconfessionnels. Ces pays-là, les musulmans et les chrétiens se mélangent aussi beaucoup. Ça va péter. Voilà. On va continuer avec la dernière partie de l'Afrique, l'Afrique australe. L'Afrique australe, c'est-à-dire la partie du bas de l'Afrique. On appelle généralement ça l'Afrique du Sud. Mais bon, comme il y a un pays déjà dedans qui s'appelle l'Afrique du Sud, on met l'Afrique australe pour ne pas avoir confusion. Donc l'Afrique australe, contient les pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe, et le Botswana et voilà, même Madagascar. Tous ces pays-là, c'est de l'Afrique australe. Donc les risques majeurs et les conséquences spécifiques. Qu'est-ce qu'il y a comme risque majeur du côté de l'Afrique australe? Voilà, moins directement exposé, mais très vulnérable aux effets économiques globaux. Parce que la plupart de ces pays qu'on a cités là dépendent en grande partie de l'Afrique du Sud. Imaginez que beaucoup d'économies parmi ces pays-là dépendent de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui sera très fortement impliquée et par la guerre et par la récession. Donc automatiquement, ces pays sont affectés. On n'a pas besoin d'entrer dans trop de détails. Vous voyez? L'Afrique du Sud pourrait subir une chute des investissements et la baisse de la demande en matières premières.
Ça se comprend. On l'a aussi expliqué plus haut. Donc, maintenant, comme conséquence spécifique, ralentissement de l'économie avec aggravation de la pauvreté. Ça, c'est général. Ce n'est pas seulement dans l'Afrique australe. La fragilité politique accrue en raison de l'aggravation des inégalités. L'Afrique du Sud, inégalité, apartheid. Vous savez déjà qu'il y a et les blancs qu'on dit, et les noirs, il y a les autos, et tout ça là. C'est compliqué. C'est compliqué. Les différentes, Botswana, tout ça, Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, c'est des pays qui sont carrément un peu divisés, avec, je veux dire quoi, des groupes ethniques qui chacun veut s'affirmer, et généralement c'est dans ce sens qu'on a eu l'apartheid. Tout ça va renaître et vous connaissez les dégâts de l'apartheid. Donc voilà, risque de tensions migratoires internes et frontalières. Donc voilà pour ce qui est de l'Afrique australe. Maintenant, les scénarios spéciaux à prendre en compte. Quels sont les scénarios spéciaux à prendre en compte? On est quand même allé plus loin parce qu'il peut y avoir bombe, oui, mais ça n'atteint pas la cible. Peut-être le dôme de fer d'Israël détruit cela en route, intercepte et détruit. Si l'explosion nucléaire, si la bombe nucléaire est envoyée et qu'elle est détruite en l'air, voilà, il y aura explosion nucléaire atmosphérique. Donc ça, c'est au cas où le missile est intercepté. Ça aussi, on a déjà quand même posé. Des vents peuvent importer des particules partout en Afrique du Nord, de l'Est, en Afrique centrale. Et bon, les conséquences dont on a énumérées en haut vont continuer. Donc, dans tous les cas, c'est un boomerang et on revient. Les risques pour l'agriculture, l'eau potable, la santé, cancer et malformation. Boomerang, on revient. Maintenant, autre scénario possible à prendre en compte. Des mondiales nucléaires. Donc, supposons que, vous savez qu'il y a la Russie, les États-Unis, l'Iran, la Chine, et voilà, chacun décide, ok, comme vous avez utilisé l'arme nucléaire, nous aussi on utilise l'arme nucléaire. Ah, ça devient du boum boum, prends ta part, prends ta part, prends ta part, prends ta part. Voilà, ça devient un hiver nucléaire. Excusez l'expression, j'ai hiver nucléaire. Donc, température en baisse. Essayez de regarder les photos du nucléaire, c'est comme l'apocalypse. Température en baisse, réduction du soleil. Plus de soleil, les plantes, ça veut dire que s'il y a réduction du soleil, les plantes, ça impacte la luminosité, même les maladies, même le cerveau ne réfléchira plus bien. La lumière, tout a besoin de lumière du soleil et tout ça réduira parce que la couche de gaz ça va couvrir le soleil pendant beaucoup d'années. Ce n'est pas pendant beaucoup de jours, beaucoup d'années. Réfléchissez bien avant d'encourager parce que même les énergies peuvent, voilà. Ok, perte agricole massive, ça on le sait très bien, on l'a dit plus haut. Migration climatique et humanitaire vers l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Fin de la mondialisation. Vous savez ce que c'est que la mondialisation? L'histoire qu'on dit que l'Afrique le monde est un petit pays, village planétaire, là c'est fini. Le monde va redevenir distant. Les satellites coupés. Vous avez votre frère à 5 mètres, à 1 kilomètre de vous, vous devez vous déplacer pour aller communiquer avec lui. Il n'y aura plus les communications, WhatsApp, tout ça. Imaginez votre chéri, si ça vous arrive quand votre enfant est au Ghana, c'est mort, c'est bon, famille, voilà. Fin de la mondialisation. Vous voulez vous encourager. Chacun prend ça pendant que ça se passe, d'autres sont en boîte de nuit, dansent et puis on se dit, bon, c'est seulement pour les autres. C'est pas seulement pour les autres. Tout le monde sera concerné. La chute des exportations en Afrique, ça on l'a aussi dit, et l'appauvrissement brutal de l'Afrique, appauvrissement brutal. Maintenant, face à tout ça, qu'est-ce que l'Afrique peut faire? Parce qu'on ne sait jamais, ça peut prolonger l'échéance, peut-être nous laisser encore 1 an, 2 ans avant d'arriver à ça. On ne sait jamais. Donc pour ça, on a prévu quand même quelques petites, voilà, qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour pallier ou bien pour prévenir ce genre de choses. Sur le plan stratégique, unir les pays d'Africains, on l'a toujours souhaité. L'unité, l'union fait la force. Unir les pays africains pour créer une voie commune de paix. Donc, voilà. Si l'Afrique fait bloc, peut-être l'entraide, si on ferme les frontières, le bloc peut décider de, ok, moi qui dépendais de peut-être l'Ukraine pour les céréales, le Burkina Faso, par exemple, produit déjà les céréales en excès.
Voilà, vous voyez un peu, ça devient, on considère l'Afrique comme un monde et puis on décide de faire avec ensemble. Ça, c'est une chose qui peut faciliter le passage de l'Afrique de cette étape à l'étape qui viendra après, au nouveau monde, au nouvel ordre mondial. Donc l'Afrique gagnerait à faire son propre camp dès maintenant. Voilà, notez très bien cela. Renforcer les alliances sud-sud. Ça va dans le même sens pour limiter la dépendance à l'Occident et à l'Asie. Ça va dans le même sens. Donc maintenant, sur le plan pratique, accroître la souveraineté alimentaire et énergétique. Le Burkina Faso le fait déjà si bien. C'est comme si Ibrahim Traoré avait vu ce genre de choses. Accroître la souveraineté alimentaire. Éviter les exportations dès maintenant. Produit tout localement. Produit tout localement. Je répète, produit tout localement. C'est possible. Développer les stocks de sécurité en grains et en carburant. Stock de sécurité, c'est très important parce que s'il y a, avec les pays africains qu'on connaît, le Cameroun par exemple, s'il y a guerre mondiale là, ou bien nucléaire qui c'est, je vous promets que le lendemain, il y aura pénurie de carburant. S'il y a pénurie de carburant et de gaz, vous savez tous ce qu'on endure souvent dans nos pays quand il y a pénurie de carburant et de gaz. Voilà, développer les stocks de sécurité. Investir dans la résilience locale. Résilience locale, donc accepter et puis travailler sur comment s'auto-gérer, comment réagir aux manques, aux crises et tout, c'est-à-dire l'agriculture durable, santé publique, sécurité civile, ainsi de suite. Ça, on l'a dit aussi plus haut. Maintenant, sur le plan moral et politique, promouvoir l'Afrique comme un médiateur de paix internationale. Parce que vous voyez que les puissances là ont perdu la tête, tout simplement. Mais les Africains sont toujours là, debout, à regarder. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique pourrait être, une fois dans la vie, l'existence des pays africains, le continent qui a maintenu la paix et évité une troisième guerre mondiale, ou alors le continent qui a maintenu la paix et évité que le nucléaire détruise le monde? Donc, renforcer les coopérations entre les pays du Sud et surtout promouvoir l'Afrique comme médiateur de la paix internationale. Parce que j'ai l'impression que c'est les pays africains qui sont encore lucides. Le reste des pays là ont déjà, la tête a déjà un peu pamla. Voilà. Donc, la défense, défendre le désarmement nucléaire mondial. Voilà. Parce que finalement, on se rend compte que la bombe nucléaire dont on estimait dissuasive pour protéger et éviter une troisième guerre mondiale, elle nous rapproche plutôt beaucoup plus de la troisième guerre mondiale parce que c'est l'Iran, parce qu'on veut démanteler l'Iran, on veut empêcher à l'Iran. C'est le nucléaire qui est toujours au cœur de cette crise qui arrive, cette guerre mondiale-là. Donc, voilà, l'Afrique devrait pouvoir peut-être aussi promouvoir et défendre le désarmement nucléaire. Total, même les États-Unis, total, parce que peut-être mieux la formule d'avant. Réfléchissez, dites-nous en commentaire. Faire pression diplomatique pour éviter l'escalade entre les puissances. Ça, on l'a dit aussi dans l'un des points sur le plan politique. L'Afrique devait être promouvoir la médiation et la paix internationale. Donc voilà, nous avons préparé tout ça pour essayer d'expliquer et de faire ressentir à chacun ce que pourra être une utilisation du nucléaire. Ça peut arriver demain parce que déjà la guerre est presque mondiale. On a toujours été si proche de la guerre mondiale, mais pas comme depuis ce matin où l'Iran a décidé de riposter et de bombarder les installations américaines. Les États-Unis avaient prévenu avec Donald Trump à l'Iran de ne pas riposter. Je ne sais pas comment on va taper et bien couper votre bras et vous demander de ne pas crier. Donc voilà, je ne sais pas s'ils étaient sérieux quand ils demandaient à l'Iran de ne pas riposter, mais ils savaient que l'Iran devait riposter et l'Iran a riposté. Donc attendez-vous au pire. Nous avons fait cette exposition, cette présentation pour faire ressentir et voir à chacun qu'est-ce qu'on encourt comme difficulté. Partagez massivement cette vidéo. Nous avons notre groupe, notre chaîne WhatsApp et ceux qui veulent avoir toute la présentation, ça peut aider. Dans le groupe WhatsApp, dans la chaîne WhatsApp, nous allons partager la présentation. Donc, si vous voulez vraiment avoir la présentation, abonnez-vous sur notre chaîne WhatsApp dès aujourd'hui. Je vais laisser 2 à 3 jours pour que les gens s'abonnent. Et après le 3e jour, c'est-à-dire jeudi, au trop tard, je mettrai sur la chaîne WhatsApp la présentation et chacun pourra récupérer et en faire bon usage. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. La chaîne WhatsApp, vous l'aurez en premier commentaire et le lien en premier commentaire et en description. Voilà.
Je m'excuse déjà pour la longueur, c'était important. Très peu vont arriver à ce niveau et c'est ce peu qui arrivera à ce niveau qui sera la relève pour ce message. Partagez massivement ce message, cette vidéo, et n'oubliez pas la chaîne WhatsApp afin d'avoir les supports, parce que vous pouvez aussi partager les supports sur WhatsApp. Donc, on va vous dire à Bimté.